bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue dans dans ce nouvel épisode de notre programme Allo Hémato. Aujourd'hui, avec nous, le docteur Loski du CHU de Nice. Avec lui, on va faire le point sur la greffe de moelle osseuse dans le cadre des NMP. Alors, on sait que seuls les patients atteints de myélofibrose sont susceptibles d'être greffés, mais en fait, aucun patient qui a une thrombocytémie essentielle ou une polyglobulie de Vaquez ne sait de quoi sera fait demain. Donc, ça nous intéresse tous. Et moi, je vous donne une petite astuce pour retenir pour faire la différence entre l'autogreffe et l'allogreffe. L'autogreffe, je suis autosuffisant et l'allogreffe, j'appelle un copain et nous, on a toujours besoin d'appeler des copains. Donc, côté pratique, vous avez deux espaces, un espace chat et un espace questions-réponses. Donc, c'est bien entendu sur l'espace questions-réponses que vous pourrez poser vos questions. C'est Nassima qui vous accompagnera sur ces deux espaces. N'hésitez pas à soumettre vos questions aussi sur l'espace, tout simplement questions. Voilà. Je vous laisse la parole, monsieur Dr Loski, pour nous en dire plus Ben, sur ce grand merci, truc. merci beaucoup, c'est très gentil, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, on va parler, alors je vais vous partager ma présentation. Hop, et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'allogreffe, effectivement, et d'allogreffe dans la myélofibrose. Alors, peut-être avant d'attaquer l'allogreffe dans la myélofibrose, parce que je n'avais pas réalisé, je vais peut-être reprendre un petit peu ce que c'est que l'allogreffe tout court. L'allogreffe, ça consiste à aller chercher des cellules mères de moelle osseuse chez un donneur pour les transfuser à un patient qui a une hémopathie. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ces cellules mères de moelle osseuse de notre donneur, une fois qu'on les a administrées au patient, eh bien, ces cellules mères, elles vont reconstituer une moelle normale chez le patient, mais elles vont surtout fabriquer un système immunitaire, un système de défense qui va aller reconnaître notre patient comme quelque chose à attaquer, et notamment sa maladie. C'est pour ça qu'on fait ces greffes, c'est pour que les cellules de défense du donneur aillent reconnaître les cellules de la maladie du patient comme des cellules étrangères et, ce faisant, détruisent ces fameuses cellules. C'est la thérapie cellulaire à l'heure actuelle la plus puissante dont on dispose. Alors maintenant, je vais vous parler de cette allogreffe dans le cadre spécifique des syndromes myéloprolifératifs et surtout de la myélofibrose. Donc moi, je suis le docteur Loski, je travaille au CHU de Nice où je m'occupe des NMP et de la greffe. Alors rapidement, voilà mes liens d'intérêt. Alors la myélofibrose, il y a probablement certains d'entre vous qui connaissaient cette maladie. La myélofibrose, c'est une maladie rare. C'est le syndrome myéloprolifératif qui peut être soit primitif, c'est-à-dire le patient est d'emblée diagnostiqué avec une myélofibrose, soit ça peut être secondaire, se développer secondairement à une thrombocytémie essentielle ou une polyglobulie de Vaquez. La myélofibrose, vous voyez, en 2019, c'est environ 50 000 cas au travers du monde, donc pas énormément de patients. Un âge médian au diagnostic qui est un petit peu plus jeune que celui des hémopathies en général, puisque plutôt aux alentours de 65 ans. L'incidence est globalement stable au cours des dernières années. Puis vous voyez que les estimations de la prévalence de cette maladie, c'est que globalement, ça augmente doucement, mais on ne va pas avoir une explosion de cas de myélofibrose, et heureusement, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on cherche le pourquoi. Donc une maladie qui est assez rare et pour laquelle ont été développés au cours du temps tout un tas de scores. Ces scores, ils ont pour objectif d'aider le médecin à savoir quelle est la gravité de la myélofibrose que présente son patient. Parce que la myélofibrose, comme dans toute hémopathie maligne, eh bien, la sévérité de la maladie est plus ou moins importante en fonction du patient que vous allez avoir en face de vous. Et donc, au fil des années, depuis qu'on connaît la myélofibrose, il y a un certain nombre de scores qui ont été développés par les hématologues, le plus ancien étant celui qu'on appelle IPSS.
IPSS était un score qui était basé uniquement, comme vous le voyez, sur des critères cliniques, l'âge du patient de plus de 65 ans, la présence de symptômes constitutionnels. Alors, qu'est-ce que c'est que ces symptômes constitutionnels? C'est avoir des sueurs abondantes, avoir de la fièvre en continu et avoir des douleurs osseuses et perdre du poids de manière involontaire. Ça, ce sont des critères qui rentrent dans le cadre des syndromes, des symptômes constitutionnels des patients qui ont une myélofibrose. Et puis, vous voyez qu'il y a des critères biologiques, avoir une anémie, c'est-à-dire une hémoglobine basse, et à l'inverse, avoir une hyperleucocytose, voire avoir des blastes circulants. Les blastes, ce sont des cellules très très jeunes qui sont présentes normalement uniquement dans la moelle osseuse et qui, dans cette maladie, sortent fréquemment de la moelle osseuse pour aller se balader dans le sang. Donc là, ce sont des valeurs qui vont rajouter un point de sévérité et vous voyez qu'en fonction du nombre de points, eh bien, le patient a soit un bas risque, soit un risque intermédiaire numéro 1, soit un risque intermédiaire numéro 2, soit un haut risque. Et en fonction du risque présenté par le patient, eh bien, la thérapeutique changeait, c'est-à-dire si vous aviez un risque intermédiaire 1 ou un bas risque, eh bien, dans ces cas-là, la thérapie était plutôt une thérapie orale et une surveillance. À l'inverse, les patients intermédiaires 2 ou les patients qui avaient un haut risque, eh bien, ces patients-là, il y avait à l'époque déjà une indication d'allogreffe. Et puis au fil du temps, vous allez voir qu'on va introduire des nouvelles variables. Et les nouvelles variables qu'on va introduire, c'est principalement des variables de biologie moléculaire, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on va aller regarder non plus seulement le nombre de cellules qui circulent dans le sang, mais on va les regarder à l'intérieur des cellules pathologiques et on va regarder quelles sont leurs anomalies génétiques, leurs anomalies au niveau des chromosomes, ça, c'est le karyotype, et on va pousser les choses un petit peu plus loin avec le dernier score qui est le MIPS 70 plus version 2.0 et celui-là, il va intégrer au score clinique et biologique des données d'anomalies génétiques. Ce sont les fameux HMR. HMR, c'est pour anomalies moléculaires de haut risque, c'est-à-dire que certaines mutations génétiques, je vous en donne un exemple, s'il y a une mutation dans le gène qui s'appelle EZH2 par exemple, ou ASXL1, des mutations dans ces gènes-là, eh bien, ça va conférer un pronostic moins bon à la myélofibrose, ça va augmenter le risque de cette myélofibrose d'évoluer vers la leucémie, et donc c'est pour nous un signal qu'il faut qu'on envisage pour ce patient une thérapie un petit peu plus agressive, qui est la greffe de moelle osseuse. Donc ces scores, ils sont là pour aider l'hématologue à prendre des décisions thérapeutiques principalement. Grâce à ces scores, les Américains et les Européens, vous verrez, je vais vous montrer les Européens juste après, ont établi un protocole, des recommandations de traitement de la myélofibrose. C'est très aidant parce que ça permet de faire en sorte que tout le monde fasse la même chose dans un pays donné pour les États-Unis, sur un continent donné pour les recommandations européennes, et ça permet d'uniformiser, d'essayer en tout cas d'uniformiser la prise en charge en guidant un petit peu les hématologues qui peuvent être un peu moins experts de la myélofibrose vers ce qu'il faut qu'ils fassent. Alors, si on s'intéresse aux recommandations américaines, qui se basent donc sur ce fameux dernier score, celui qui est le plus précis, le plus évolué, le MIP 70 plus version 2.0, alors, les Américains recommandent d'utiliser l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour les catégories de risque intermédiaire à très haut risque. C'est-à-dire que dès que vous avez ces points de sévérité qui correspondent soit à des critères biologiques comme on a vu, vous manquez de globules rouges, il y a des mutations génétiques de haut risque, les chromosomes présentent des anomalies, alors ça fait monter le score et il y a au bout d'un certain nombre de points, alors dans ces cas-là, on envisage l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, qui reste à l'heure actuelle dans la myélofibrose la seule option curative de la maladie. C'est-à-dire à l'heure actuelle, dans la myélofibrose, c'est la seule façon de guérir quelqu'un. Les Européens, eux, ont à peu près la même façon de penser les choses. Si le patient a une myélofibrose, alors dans ces cas-là,
il va y avoir un certain nombre de scores qui vont être appliqués et une fois que et notamment le MIPS 70+ version 2.0 et si ce MIPS dit qu'il faut allogreffer, eh bien dans ces cas-là, on va s'intéresser à savoir est-ce que notre patient, bah, il peut supporter une allogreffe? Parce que tous les patients ne peuvent pas supporter une allogreffe. L'allogreffe, c'est un processus qui est lourd puisque, beh, c'est une hospitalisation qui peut durer jusqu'à 6 semaines. On va introduire dans le patient un organisme étranger, hein, qui est le greffon du donneur, qui va certes dévorer la myélofibrose, mais qui va également attaquer d'autres organes du patient. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon, qu'il faut après arriver à contrôler pour faire en sorte que le patient puisse vivre une vie normale ou proche de la normale avec cette attaque du greffon contre lui. Donc là, ce sont les recommandations européennes qui sont sorties en 2023, hein. Vous avez vu, ce sont des recommandations qui sont relativement récentes, hein. Les Américains 2023, les Européens 2023. Et en fonction de la stratégie qui est choisie, soit le patient est éligible à la greffe, il y a un donneur qui est disponible. Et dans ces cas-là, les Européens recommandent de traiter le patient, puis après de le greffer. On verra pourquoi est-ce que très souvent dans la myélofibrose, il faut d'abord passer par un traitement, puis après faire la greffe de moelle osseuse. Pourquoi est-ce qu'il faut greffer des patients qui ont un MIPS, un MIPS élevé ou même un MIPS intermédiaire? Ben, c'est parce qu'en fait, si on ne greffe pas les patients qui ont un MIPS qui est élevé ou même intermédiaire, ça peut se discuter, eh bien, au bout d'un moment, vous voyez que la survie va devenir moins bonne. C'est-à-dire que les patients qui ne sont pas allogreffés, eh ben, leur survie diminue plus rapidement que celle des patients qui sont allogreffés. Et c'est encore plus vrai pour les patients qui ont un score de risque élevé. Plus vous avez un score de risque élevé, eh ben, moins la survie sans greffe va être bonne. Et donc, il va falloir greffer ces patients parce que la différence de survie fait que la greffe fait mieux que ne pas greffer les patients. Ça, ce sont des études qui ont été faites. Vous voyez, celle-ci, elle est de 2025, c'est la plus récente, elle est française, celle-ci. Hein, c'est Damien Lucpaz et Marie Robin qui ont publié ces données françaises. Il y avait des données un petit peu plus anciennes, alors si tant est que 2020 soit si ancien que ça, qui étaient basées non pas sur le MIPS, mais sur un score un petit peu plus ancien qui était le DIPSS. Et avec ce score-là, hein, on voyait que faire une greffe de moelle osseuse, ben, quand vous étiez greffé, vous aviez une meilleure survie que les patients qui ne sont pas greffés. Alors là, ça correspond à quoi ces différentes courbes? Eh ben, ça correspond au type de risque de la myélofibrose, du DIPSS le plus faible jusqu'au DIPSS le plus élevé. Vous voyez que les patients qui ont un DIPSS, qui sont greffés avec un DIPSS faible ou intermédiaire, finalement, sont ceux qui vont avoir la meilleure survie, y compris en post-allogreffe, par rapport aux patients qui sont greffés avec des IPSS élevés, même si, mais avec un DIPSS élevé, c'est pas, la survie reste quand même plutôt bonne, puisqu'on est à 60% des patients qui sont en vie à 2 ans. Et puis après, on reparlera un petit peu de tout cela. Donc, quand je suis avec un patient qui a une myélofibrose, je vais calculer son MIPS 70+ version 2.0. Je peux calculer d'autres scores si le patient a une myélofibrose qui fait suite à une polyglobulie ou une thrombocytémie. Et si ce score me dit, mais mon patient appartient à la catégorie intermédiaire élevée ou très élevée, alors dans ces cas-là, en théorie, il existe une indication d'utiliser l'allogreffe et d'essayer de guérir le patient. Mais ça doit être mis en balance avec plusieurs choses. La première, c'est est-ce que j'ai un donneur disponible? Alors, à l'heure actuelle, on a quasiment un donneur pour tout le monde. Est-ce que mon patient est d'accord pour ce processus d'allogreffe? Alors, pourquoi est-ce que le patient ne serait pas d'accord? Vous allez me poser la question. Ben, parce que ça reste quand même une procédure lourde où le patient est hospitalisé, il va y avoir de la chimiothérapie, il va y avoir cette attaque du greffon. Et donc, il y a
patients, et donc il y a quand même un risque de mortalité qui n'est pas zéro. Et donc, il y a des patients qui nous disent: «Ben non, moi, je ne veux pas prendre le risque, je préfère attendre et voir ce qui se passe». Et puis de l'autre côté, pour nous permettre justement de savoir s'il est raisonnable de faire une allogreffe chez un patient qui a une indication d'allogreffe, eh bien, il y a plusieurs scores. Il y a le score qui est le plus utilisé, qui est le MTSS. Donc, vous avez calculé votre MIPSS, ça vous dit: «Ah, votre patient, il est catégorie de haut risque». OK, alors je vais calculer mon MTSS. Mon MTSS, il va me calculer quel est le risque de l'allogreffe. Est-ce que c'est risqué d'aller faire une allogreffe chez mon patient? Et là, ça va répartir les patients en 4 catégories. L'allogreffe n'est pas du tout risquée, le risque est bas. Ça ne veut pas dire zéro, hein, j'insiste là-dessus, ça veut dire que le risque de mortalité liée à la greffe est 10%, donc on considère que c'est bas. 22%, c'est risque intermédiaire, donc là on considère que l'allogreffe est complètement réalisable. Et puis après, un risque élevé dans ces cas-là, ben, il va y avoir beaucoup de discussions. Et puis, ce sera une allogreffe qui sera réservée à des patients qui sont quand même très en forme, pour lesquels on pense quand même que le bénéfice de la greffe est supérieur au risque. Et puis un patient qui aurait un risque de transplantation très élevé, là, définitivement, il n'y aura pas de réalisation d'une allogreffe. Là encore, hein, vous voyez, ce sont des présentations récentes, hein, qui datent de 2023. Donc le fameux score MTSS, le voici, ce score de transplantation, hein, qui nous permet de savoir est-ce que la transplantation va être risquée ou pas. Il comprend plusieurs paramètres: l'âge du patient, le fait d'utiliser certains types de donneurs, donc des donneurs du fichier international, mais incompatibles avec le patient, donc des donneurs très incompatibles. Le fait d'avoir la mutation de ce fameux gène que je vous citais tout à l'heure. Le Karnofsky, c'est une façon de mesurer l'état général du patient. Est-ce que mon patient est en forme au moment où je le vois pour la consultation de greffe, ou est-ce que c'est un patient qui est très fatigué, qui a beaucoup de soucis de santé? Et ça permet de mesurer tout ça. Et puis des paramètres biologiques basés sur le taux de globules blancs au moment où je vois mon patient et un taux de plaquettes qui serait trop bas. Et il y a eu des publications, une publication en 2019, qui a montré qu'en fait, en utilisant tous ces paramètres, on peut établir le risque de mon patient au moment de la greffe. Et donc, vous voyez que la survie, hein, et là j'insiste là-dessus, vous voyez la survie des patients qui ont un MTSS bas, hein, on est au-dessus de 80% de survie, hein, à plus de 2 ans. Donc, les patients qui ont une indication d'allogreffe avec un score de bas risque, on ne se pose pas la question globalement. Les patients, pareil, les patients qui ont un risque intermédiaire, on ne se pose pas la question. On va beaucoup plus se poser la question dès qu'on arrive sur les risques élevés, et très élevés, on ne fera pas d'allogreffe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les greffeurs sont toujours en train d'essayer d'améliorer ces prédictions pour essayer d'être toujours au plus près de ce que va être la réalité du patient qu'on a en face de nous, parce que ça, ce sont des publications faites sur des cohortes de patients avec certains types de chimiothérapie de préparation à la greffe, voilà, sur un certain nombre de patients, mais c'est jamais complètement le parcours du patient que vous allez avoir en face de vous. Chaque patient est unique. Et donc, pour essayer d'aller de plus en plus loin, essayer de prédire au mieux ce qui va se passer, eh bien, on essaye d'améliorer. Et donc, récemment a été mis à disposition des médecins greffeurs cet algorithme qui est développé par le BMT. Le BMT, c'est le groupe des allogreffeurs européens, qui est un algorithme qui est basé sur de l'intelligence artificielle, hein. C'est le BMT, vous savez, a une base de données dans laquelle on va rentrer toutes les données des patients qui sont greffés partout dans tous les pays européens. Et donc, il y a une base de données qui est très volumineuse. Et donc, il y a une intelligence artificielle qui absorbe ces données et qui est capable avec l'aide de mathématiciens, de générer un algorithme qui permet d'essayer de prédire encore mieux que le MTSS le risque à mon patient si je décide d'aller effectuer une allogreffe. Et donc là, vous avez, hein, ce qui est capable donc la répartition des patients grâce à cet algorithme, donc que les patients soient de bas risque au moment de la greffe, intermédiaire 1, intermédiaire 2, et puis de risque élevé. Donc globalement, pour les deux premières catégories de patients, on ne se pose pas la question, on fera la greffe.
Pour le risque intermédiaire 2, ben, il y aura beaucoup de discussions en fonction de plein d'autres paramètres. Et puis, le haut risque, il y aura pas trop de questions. Donc ça, ce score-là, il nous permet d'essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer. Et puis, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu. Vous avez vu que l'âge reste un facteur qui va impacter le risque de la greffe. C'est basé sur plusieurs études, notamment cette étude-là, hein, qui était une étude de ce fameux registre européen, 4000 patients qui avaient été greffés pour une myélofibrose. Et ce médecin, qui s'appelle Donald McLernan, qui est un grand greffeur de la myélofibrose, ce monsieur, il a passé tous les facteurs de risque connus au moment d'une greffe et les facteurs qui vont ressortir en termes de survie, hein, vous les avez là, c'est le type de donneur disponible pour le patient. Le type de greffon, en revanche, n'est pas un facteur de risque. Alors, comment est-ce que je suis capable de vous dire que c'est positif ou négatif, c'est-à-dire c'est un facteur de risque ou pas? Il faut que ce soit inférieur à 0,05. Et là, vous voyez, l'âge du patient, c'est également un facteur de risque. Un paramètre important également, c'est le délai entre le moment où vous faites le diagnostic de myélofibrose et le délai au moment duquel vous allez greffer le patient. Il faut essayer de faire en sorte que ce délai-là soit le plus court possible. Il ne faut pas allogreffer les patients qui ont une indication d'allogreffe pour une myélofibrose des années après, hein, c'est une question de mois. Et puis, l'état général du patient, ça on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Et puis, bien sûr, ce qui ressortait, c'est qu'en fonction de l'année à laquelle vous aviez été greffé, hein, vous voyez que l'espace de temps des patients qui avaient été greffés, ils avaient été greffés entre 95 et 2018. Évidemment, ceux qui avaient été greffés dans les années 2010 survivaient mieux que ceux qui avaient été greffés dans les années 90 parce que les techniques de greffe se sont améliorées et parce que les traitements avant la greffe se sont améliorés et parce que les traitements des infections, etc., des complications de la greffe se sont améliorés. Autre étude, hein, récente également, 2021 aussi, cette fois c'était une étude du registre espagnol qui avait mis en avant, hein, également l'impact de l'âge sur la survie des patients, mais cette étude-là, elle était intéressante aussi de par le fait qu'ils avaient regarder uniquement des patients de plus de 65 ans. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce que pendant des années, on a dit ah, la greffe de la myélofibrose, quand même très très toxique, et idéalement, on ne sait pas trop s'il faut vraiment greffer ces patients. Et ben en fait, si vous ne greffez pas les patients, vous avez des survies qui sont mauvaises, hein, pour des patients donc, qui ont un score qui disait qu'il fallait greffer ces patients. Bah, quand on compare ceux qui ne sont pas greffés versus ceux qui sont greffés, bah, vous voyez que ceux qui ne sont pas greffés, malheureusement, leur survie à la fin est très mauvaise, alors que les patients greffés, bah, on a une meilleure survie. Alors, ce n'est pas une survie qui était idéale dans cette étude, hein, mais ce sont des patients. Parmi ceux-là, il y avait des patients qui avaient été greffés il y a longtemps. Vous voyez, 200 patients quasiment du registre espagnol. Hein, c'est quasiment sur une dizaine d'années d'allogreffe dans le registre espagnol. Alors, est-ce qu'il y a un impact des donneurs, du type de donneur? On l'a vu déjà un petit peu. Mais ça a été confirmé par cette étude de 2022. C'est les Américains qui avaient fait cette étude et qui, à l'époque, avaient montré que ben, peut-être si on utilisait un donneur matched, hein, complètement compatible, c'était mieux que si on utilisait un donneur mismatch. Et pendant très longtemps, on a dit ben, il vaut mieux probablement utiliser un donneur qui soit complètement compatible avec le patient. Et ça restreint quand même nos possibilités de trouver un donneur. Et puis en 2022, les Américains ont publié une étude en montrant que ça ne dépend pas forcément du type de donneur, ça dépend surtout de comment vous greffez le patient. Est-ce que vous utilisez pour empêcher votre greffon d'aller attaquer le patient? Et donc, ils ont montré que même si on utilise un donneur moins compatible, si on greffe en utilisant
un certain produit pour contrôler le greffon après la greffe, bah, finalement, il n'y a plus de différence. Le type de donneur n'impacte plus la survie des patients. Ça, c'était une étude intéressante qui nous a permis d'ouvrir nos possibilités, en termes de donneurs. Et puis, il y a une étude récente qui a été, menée en France par le groupe de la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire, sous l'égide de Marie Robin, qui a évalué la possibilité et l'efficacité de greffe avec un donneur qui ne soit que 50 compatible avec, avec notre patient. Et ça, et donc les résultats, on les attend pour la fin de l'année. Ils seront probablement très, très bons, compte tenu des résultats qu'on a obtenus déjà, nous, sur notre centre. Alors, quand on parle de greffe de la myélofibrose, on est obligé de parler de la gestion d'un autre paramètre qui va impacter la survie des patients après la greffe, c'est la rate. La rate dans la myélofibrose, c'est très important parce que ce sont des patients qui ont une rate qui augmente de volume. Et on sait que dans l'idéal, il faut absolument que cette rate soit en dessous de 5 centimètres au moment où on fait la greffe. C'est un objectif. On ne va pas l'atteindre pour tous les patients et on peut faire des greffes avec des rates de plus de 5 centimètres, mais dans l'idéal, il faut essayer d'atteindre cet objectif. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a d'abord l'utilisation des médicaments qu'on appelle inhibiteurs de JAK, qui sont des comprimés, hein. Ces comprimés-là, l'objectif, c'est de faire fondre la rate. Soit on y arrive, on fait l'allogreffe, soit on n'y arrive pas. Et dans ces cas-là, on n'y arrive pas, alors se pose la question, on se dit, bah, est-ce qu'on fait quand même l'allogreffe, ou alors on n'est qu'à 3 mois de JAK inhibiteur, l'allogreffe de la myélofibrose, on n'est pas à 2 mois près, donc est-ce qu'on va pas aller utiliser une thérapeutique qui va nous permettre de réduire la taille de la rate? Et là, ce qui est important, c'est ce qui est à la fin là, ce sont les essais cliniques. Les essais cliniques, en France, on a la chance d'être une nation qui a des essais cliniques et qui permet d'avoir accès à de l'innovation thérapeutique en avance. Et donc, ça permet à nos patients de recevoir des molécules de traitement de la myélofibrose qui permettent de diminuer la taille de la rate, alors même que ces médicaments ne sont pas encore autorisés ou mis sur le marché. Et le fait d'avoir accès à des essais cliniques, eh ben, ça permet de greffer des patients qui, autrefois ou sans essai clinique, n'auraient pas forcément pu être greffés. Et puis après, il y a d'autres techniques qui permettent d'essayer de faire baisser la taille de la rate. Il y a le fait d'irradier la rate, c'est-à-dire d'envoyer des rayons, ou alors carrément, hein, dans certains centres, il y a des chirurgiens qui sont entraînés à enlever la rate, et donc on peut être amené parfois à effectuer une splénectomie, c'est-à-dire ablation de la rate. Donc ça, ce sont des recommandations européennes sur la gestion de ce problème de la rate au moment de la greffe de la myélofibrose, là encore, vous voyez, récente, hein, 2023. Pourquoi le ruxolitinib, on peut l'utiliser, donc ce médicament de la myélofibrose, avant la greffe, pourquoi il est recommandé? Ben, une des études qui a amené à cette recommandation, c'est une étude française, à nouveau de la SFGMTC, la Société francophone de greffe, à nouveau sous l'égide de Marie à l'époque, qui avait montré que, eh bien, finalement, quand on donne du Jakavi aux patients, on a l'impression, quand on compare à des greffes historiques, que donner du Jakavi avant la greffe, ben, ça fait mieux. Et notamment, on avait à l'époque, dans cet essai, obtenu des survies particulièrement intéressantes, hein, plus de 80% des patients en utilisant à l'époque des donneurs frères et sœurs 100% compatibles. Ce sont des données de 2013. Vous avez vu dans les résultats, dans les courbes d'avant qu'on obtient à l'heure actuelle, même avec d'autres types de donneurs, des résultats tout aussi bons qu'avec les donneurs géno-identiques. L'utilisation du ruxolitinib, elle a également été évaluée par d'autres groupes que les Français, et notamment par ce fameux groupe européen, hein, 550 patients dans cette analyse, qui avait évalué est-ce que finalement, ça a un intérêt de faire du ruxolitinib. Certes, les Français ont dit que ça avait un intérêt, mais est-ce que nous, Européens, on peut valider ça? Et donc, ils l'ont validé au niveau européen. Vous voyez que les patients qui reçoivent du ruxolitinib et chez lesquels le ruxolitinib fonctionne, hein, responders, ça veut dire que le ruxolitinib a marché, la taille de la rate a fondu sous ruxolitinib, ben, la survie après la greffe est bien meilleure que celle des patients qui n'ont pas reçu de ruxolitinib ou alors qui n'ont pas répondu, c'est-à-dire la maladie n'a pas bien fonctionné, le ruxolitinib n'a pas agi sur la myélofibrose. Autre paramètre
je vais accélérer un petit peu, c'est la préparation à la greffe. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le conditionnement? Et le conditionnement, c'est la chimiothérapie qu'on va administrer au patient avant de le greffer. Pourquoi on fait de la chimiothérapie? Bah, pour tuer des cellules de myélofibrose et pour faire de la place dans la moelle du patient pour que les cellules mères du donneur puissent venir se mettre. Et là, globalement, vous avez plein de possibilités, parce qu'il y a plein de chimiothérapies différentes. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver le bon cocktail de chimiothérapie. Et donc, il y a plein d'études pour essayer de savoir, est-ce que je mets beaucoup de chimiothérapie avant une greffe de myélofibrose, ou alors est-ce que j'en mets pas beaucoup? Beaucoup de chimiothérapie, si je reste, je simplifie, hein, mais beaucoup, c'est le MAC, c'est des très fortes doses de chimiothérapie. RIC, ce sont des petites doses, enfin des petites doses, des doses moins importantes de chimiothérapie. Et vous voyez que par exemple, dans cette étude, ben, il n'y avait absolument aucune différence en termes de devenir des patients après la greffe en fonction du type de chimio qui était utilisé. En revanche, dans la myélofibrose, on a toujours un souci, c'est que ben, le foie des patients qui ont une myélofibrose, il est mis sous tension par la myélofibrose. La circulation dans le foie est jamais normale. Et donc, quand on va greffer un patient pour une myélofibrose, il y a un certain nombre de spécificités du patient qui a une myélofibrose. Et il y a notamment ce risque qu'on appelle la maladie véno-occlusive. La maladie véno-occlusive, vous voyez que le fait d'avoir un syndrome myéloprolifératif, eh ben, ça augmente quand même le risque d'avoir cette maladie hépatique au moment de la greffe. Et donc, comment on va faire? Il faut faire en sorte déjà d'essayer de diminuer la taille de la rate, il faut faire en sorte que le patient ne soit pas trop transfusé, et surtout, il faut être très vigilant au moment où on greffe le patient à bien utiliser les scores qui nous permettent de dépister la maladie véno-occlusive du foie au moment de la greffe. Donc ça, c'est une des complications de la greffe qu'à l'heure actuelle, on dépiste beaucoup mieux, là encore, hein, encore des scores européens, qui est celui qui est affiché ici. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait des scores pour tout, et qu'on essaye d'avoir des recommandations pour un peu tout, depuis le moment où on diagnostique le patient jusqu'à ce qu'il faut une greffe, et puis la prise en charge des complications. Hop. Donc ça, c'était la préparation à la greffe, on réalise la greffe, les complications de la greffe, et puis après, il y a l'après-greffe. Et là, l'après-greffe, ça a fait l'objet d'une publication récente, hein, 2025, c'était en mars dernier, pour essayer de prédire un petit peu, est-ce que je peux trouver des moyens de détecter une myélofibrose qui essayerait de chasser mon greffon et de repartir et de combattre mon greffon. Et donc, il y a un très bon marqueur, c'est de regarder la présence ou l'absence de mutations génétiques dans le sang du patient à 30 jours après l'allogreffe. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, parce que jusque-là, dans la myélofibrose, on n'avait pas de confirmation de ça. On pensait qu'effectivement, de détecter des mutations génétiques au 30e jour, c'était pas très bon, mais on n'en avait pas la preuve. Et là, on en a définitivement la preuve. Vous voyez que les patients qui ont une mutation, chez lesquels on ne retrouve pas les mutations génétiques de la myélofibrose au 30e jour, ben, la survie, on est chez ces patients, hein, qui ont plus de 80% de survie après une allogreffe. Et puis, c'est différent, les patients chez lesquels la maladie résiduelle est positive, la survie est un petit peu moins bonne. Pourquoi? Parce que ce sont des patients, qui ont un risque que la maladie, la myélofibrose revienne, et que donc chez lesquels il va falloir que le greffon soit plus agressif. Qui dit greffon plus agressif, dit un greffon qui va aller attaquer les patients un petit peu plus fort, avec un risque d'infection, etc., un petit peu plus fort. Là, je vous ai parlé de la greffe quand elle est faite à temps, entre guillemets, c'est-à-dire une myélofibrose qui est ce qu'on appelle, nous, chronique, un patient qui a une myélofibrose, on va dire, stable. La myélofibrose, c'est une maladie qui aime bien évoluer, accélérer, voire devenir leucémique. Et donc, du coup, on a des patients, quand ils arrivent, quand ils viennent nous voir, ben, ils sont déjà en forme accélérée, ou alors ils sont carrément déjà en forme leucémique. Et là, je vous présente les données des patients qui sont entre deux, c'est-à-dire la myélofibrose est devenue plus agressive, elle est accélérée. Et donc, il y a assez peu d'études sur les patients qui sont greffés ou pris en charge pour des myélofibroses accélérées, puisqu'ils sont encore plus rares que les patients qui ont une myélofibrose stable. Et vous voyez que dans cette étude, ce qui était intéressant, c'est que finalement, une myélofibrose accélérée, peut-être que le pronostic de ces patients n'est pas significativement différent de celui de ceux qui sont greffés en phase chronique.
bien qu'il faille faire attention. C'était une étude avec assez peu de patients, une trentaine de patients, mais la phase accélérée, les patients peuvent encore être allogreffés. C'est différent de la phase blastique, on appelle ça, où la maladie se transforme en cellules leucémiques. Et là, vous voyez que malheureusement, même avec la greffe, eh bien, ce sont des patients pour lesquels on n'arrive pas, franchement, à augmenter, à améliorer leur survie. Alors, on fait mieux que quand on n'est pas allogreffé, mais ça reste quand même des maladies très sévères. Là, vous avez une des dernières publications, hein, de greffe chez des patients qui avaient une myélofibrose transformée en leucémie. Vous voyez que ben, malheureusement, ce sont des patients pour lesquels la greffe, certes, la survie n'est pas zéro, mais finalement, on n'arrive à sauver qu'un quart de nos patients. On n'arrive pas à en sauver plus. Donc, l'idée dans la myélofibrose, et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'il faut greffer à temps. Il ne faut pas greffer, il faut essayer de ne pas greffer quand la maladie est trop avancée. Et puis ça, hop, je vais vous le passer. Alors, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? L'allogreffe, ça reste la seule option curative dans la myélofibrose. Il faut identifier le plus tôt possible, et grâce au score, les patients qui ont une indication potentielle de greffe. Grâce aux différents scores, on va également identifier si le risque de réaliser la greffe est élevé ou est faible. Après, il y a encore beaucoup de discussions et il n'y a pas de recommandation là-dessus sur le conditionnement, c'est-à-dire quelle chimiothérapie je vais donner à mon patient. Dans tous les cas, on va essayer de faire baisser la taille de la rate. Donc, je vais mettre du ruxolitinib, je vais utiliser des essais thérapeutiques, et puis après, éventuellement, la chirurgie. Et puis, malheureusement, la phase blastique, la transformation de leucémie aiguë, ça reste à l'heure actuelle pour nous, hématologues, encore un défi, encore une maladie qui nous résiste et pour lesquelles bah, la recherche avance. C'est pour ça qu'il y a des protocoles d'essais thérapeutiques, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de greffer un patient avec une myélofibrose avant d'arriver à cette phase blastique. Voilà, et avec ça, je vous remercie et je suis disponible pour les questions que vous pourriez avoir. Alors les questions, autant vous dire qu'il y en a plus d'une, hein, puisque c'est ça fuse dans tous les sens. Donc ça va être un petit peu décousu, c'est pas ordonné, on va vous les livrer comme ça. Pas de souci. Alors, comment, l'hématologue choisit-il d'utiliser tel ou tel score pour greffer? Alors, le score qu'il faut utiliser normalement, c'est le MIP 70+, version 2.0. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Le seul bémol à bémol qui n'est pas vraiment un bémol, mais l'étude a été faite chez des patients qui avaient un certain âge et il y a certaines catégories d'âge qui étaient exclues. Et en théorie, comme elles n'étaient pas incluses dans le score, on n'est pas censé forcément l'utiliser. Mais il y a des études qui montrent que finalement, c'est un score qui s'adapte même aux catégories d'âge qui n'étaient pas utilisées. Donc, dans l'idéal, le mieux, c'est quand même d'avoir accès à quelqu'un qui peut calculer le MIP 70+, version 2.0, voire le DIPSS+. Le DIPSS+, fait également très bien, mais il faut au moins l'un de ces deux scores. Il faut l'un de ces deux scores. Pourquoi? Parce que ce sont les scores les plus modernes qui vont intégrer des techniques de génétique dans le calcul du score. Et on a montré que si on utilise, c'est l'article de Damien Luc-Paz, hein, je ne vous ai pas montré l'autre partie de l'article, mais Damien Luc-Paz, il a montré que si vous utilisez des scores trop anciens, en fait, vous allez rater certains patients qui ont une maladie qui est sévère, mais qui ne donnent pas forcément beaucoup de symptômes. Et donc, si vous utilisez que des scores avec des mesures de globules et des mesures de symptômes, et que vous ne regardez pas les gènes, eh ben vous pouvez avoir un patient qui va plutôt bien, mais avec des gènes catastrophiques dans ses cellules. Et donc, vous risquez de vous retrouver dans une situation où, ben, à cause des mutations génétiques, le patient va développer rapidement une maladie plus agressive et vous ne l'aurez pas greffé à temps. Donc, dans l'idéal, au moins le DIPSS+, voire le MIP 70+. OK, et alors, est-ce qu'il y a pas donc une harmonie totale entre, les recommandations américaines et européennes? Si, on peut dire, si, il y a une harmonie entre les deux. Ce qui était marqué, en fait, il y a une harmonie entre les deux. La seule chose qui change entre les deux, c'est un peu le management de ce qu'il va y avoir autour de la greffe. Mais
en termes d'indication d'allogreffe, les Américains et les Européens sont d'accord entre eux. D'accord. Alors, est-ce que le patient est partie prenante totale dans les choix qui sont faits, greffe ou pas greffe, timing de la greffe, voilà? Alors, normalement, oui, c'est très important. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est, est-ce que la greffe m'est proposée? Est-ce que la greffe est envisagée? À partir du moment où on a une myélofibrose, ben, quand on a un score DIPSS+, qui est intermédiaire 2 ou élevé, et un score MIPS qui est de haut risque ou de très haut risque, ben, en théorie, tout patient qui a un score comme ça, il doit discuter, enfin l'hématologue doit avoir discuté avec lui une consultation avec un médecin greffeur. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'aller rencontrer un médecin greffeur? La deuxième chose, c'est voilà, le médecin greffeur qui prend le relais et qui dit, ben voilà, effectivement, vous avez un score qui est élevé, et donc il existe une indication d'allogreffe. Voilà ce qu'est l'allogreffe. L'allogreffe, c'est donc de la chimiothérapie, c'est 4 à 6 semaines, on injecte notre greffon. Le greffon attaque la myélofibrose, mais pas que. Il va potentiellement aller attaquer votre peau, il peut sécher vos yeux, il peut sécher votre bouche. Ça, c'est ce qu'on appelle la maladie du greffon. Et la maladie du greffon, ça sauve le patient parce que ça dévore les cellules de la myélofibrose, ça restaure une moelle osseuse normale, mais d'un autre côté, ça peut altérer la qualité de vie au long cours des patients, puisque cette maladie du greffon, ça peut aller du patient qui a juste les yeux secs, et dans ces cas-là, il faut mettre un peu de larmes artificielles, mais c'est quand même pas très handicapant, jusqu'au patient qui a du mal à bouger ses articulations parce que le greffon attaque tellement fort que c'est très difficile d'arriver à bouger. Et là, ça peut être handicapant. Alors heureusement, les patients qui sont handicapés par la maladie du greffon contre l'autre, il y en a de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de thérapies de la maladie du greffon. Mais comme c'est une possibilité, il faut en parler au patient. Donc c'est une discussion, hein, il y a une discussion pendant 1 heure normalement entre le médecin greffeur et le patient qui doit être greffé pour une myélofibrose sur voilà le bénéfice. Le bénéfice, c'est ben, il y a quand même une chance très élevée d'arriver à vous guérir, mais après, dans quelles conditions? Voilà. Pour les jeunes hommes, les jeunes femmes, ben, il y a quand même une probabilité de stérilité qui est quand même importante. Il y a le risque après de développer certaines complications qui, même si elles sont pas, si elles empêchent pas de vivre, bah, peuvent être handicapantes, hein. Si j'ai la bouche qui est attaquée par mon greffon et que je peux plus manger pimenté, alors que d'habitude j'avais l'habitude de manger pimenté et que je sens plus rien quand je mange, ça peut être handicapant. Voilà. Même si je suis guéri de mon cancer qui était grave et qui aurait pu me tuer, bah, j'ai une qualité de vie qui est altérée. Donc c'est tout ça qu'on va discuter et le patient est complètement partie prenante. C'est lui qui va nous dire ben oui, j'y vais, ou alors non, j'y vais pas. Oui. Et non, ou oui, j'y vais, mais dans 3 mois au lieu de maintenant. Alors voilà, alors ça, c'est après, c'est une autre discussion. C'est effectivement, ben oui, mais je préfère, j'avais prévu moi j'en ai qui m'ont dit, j'avais prévu un voyage en Thaïlande, est-ce que je peux pas aller faire mon voyage et puis je reviens, et puis comme ça j'aurais fait le voyage de ma vie, il peut m'arriver ce que vous voulez en pré-greffe, en post-greffe, moi j'aurais fait ce que je voulais faire, ou alors ben, il faut que je veux aller voir un fils que j'ai pas vu depuis longtemps, voilà, je veux faire le tour de ma famille. L'avantage de la myélofibrose, c'est que si elle est prise à temps, comme je vous disais, on n'est pas à greffer dans les 3 mois. Et surtout, dans l'idéal, dans la myélofibrose, il va falloir essayer de faire réduire la taille de la rate avec des médicaments. Et donc, le patient a le temps de prendre ses médicaments et de faire, voilà. Le tour du Il y a un certain nombre de patients avec lesquels on peut discuter du timing de la myélofibrose. Dans la myélofibrose, si elle est prise à temps, le médecin a calculé le MIPS, le DIPS relativement tôt. Et donc, dans ces cas-là, on peut discuter avec le patient. Et puis, à l'inverse, malheureusement, il y a des patients qui nous sont adressés très, très tard et qui sont au bord de l'accélération. Et cela, on leur dit, ben, c'est pas raisonnable de vous greffer dans 6 mois. Il vaut mieux vous greffer dans 3 mois parce que sinon, on prend beaucoup trop de risques que dans 6 mois, vous soyez en leucémie aiguë. D'accord. Alors, est-ce que le caractère primaire ou secondaire de la myélofibrose influence le pronostic? Non, ça n'a pas d'impact. Ce qui va avoir un impact, c'est vraiment le score de la myélofibrose. Si vous avez une secondaire évoluée versus une primaire avec un score plus bas, c'est forcément le score élevé qui va être le plus à risque. Ça pose pas de problème que ce soit secondaire ou primaire. Ce qui compte, c'est que pour chacune de ces maladies, quelles sont les anomalies génétiques
quel est l'état général du patient, quel est son âge, comment sont ses taux de globules et ses chromosomes. Voilà, c'est ça qui compte. D'accord. Et est-ce qu'il y a une mutation qui est plus dangereuse qu'une autre pour la greffe? Alors, il y a une mutation que je vous ai pas citée, qu'on n'aime pas du tout, qui est une mutation qui s'appelle TP53. TP53, c'est une mutation qu'on retrouve dans plein de cancers, pas qu'en hématologie. TP53, c'est quoi? C'est une protéine qu'on a tous dans notre corps et qui nous empêche de faire des cancers parce que c'est une TP53, c'est une protéine très intéressante qui va s'activer quand une cellule est malade et qui va entraîner la mort de la cellule malade pour éviter qu'on développe des cancers. Et donc constamment, toute la journée, là, pendant que je vous parle, je suis en train d'activer TP53 un peu partout pour qu'elle détruise mes cellules cancéreuses. Quand TP53 est mutée, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne plus dans les cellules, et notamment les cellules des hémopathies malignes, que ce soit le myélome, la myélofibrose, la leucémie aiguë, eh bien, on sait que ce sont des maladies qui sont particulièrement difficiles à mettre en rémission. Je ne dis pas que c'est impossible, on guérit des patients qui ont des mutations de TP53, mais si je devais en choisir une que je n'aime pas, ben, c'est celle-ci. D'accord. Et est-ce que dès qu'un patient est diagnostiqué myélofibrose, est-ce qu'un scoring est fait d'office? Oui, en théorie, oui, c'est indispensable, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge limite pour la greffe? C'est une bonne question. En pratique, on va greffer le patient sans trop se poser de questions jusqu'à en France, globalement, un greffeur va pas réfléchir jusqu'à 65 ans. Au-delà de 65 ans, entre 65 et 70, à Nice, nous, on réfléchit pas trop. Jusqu'à 70 ans, on greffe nos patients. Et puis après, ça va surtout dépendre du score MTSS et de l'algorithme BMT. C'est-à-dire, est-ce que le patient, il a 70 ans, mais il a zéro problème de santé à côté, il a toujours fait du sport, il a jamais ou très peu fumé, il n'a pas eu d'autres cancers dans sa vie. Et dans ces cas-là, à 70 ans, un patient qui est comme ça, moi j'ai plein de patients, des dames et des messieurs de 70 ans, en parfaite santé, je les greffe sans aucun souci, même au-delà, hein, on greffe jusqu'à 74 ans, nous, à Nice, la myélofibrose. Ça dépend vraiment de l'état général, pas tellement de l'âge, mais vraiment de l'état général du patient. Il y a des gens qui, à 65 ans, ont un état général qui est très altéré parce que ils ont une vie difficile, ils n'ont pas trop fait attention ils arrivent et ils ont plein de soucis de santé en plus de la myélofibrose. À l'inverse, j'ai une patiente là à 74 ans, elle est en pleine forme, elle a aucun autre problème de santé, elle a toujours fait du sport. Bon, elle, il n'y a aucun souci, on va la greffer sans problème. D'accord. Et est-ce que les donneurs familiaux sont plus sûrs pour le patient, pour une meilleure réussite ou vaut mieux favoriser les donneurs anonymes? Non, ce qui est reconnu à l'heure actuelle et ce qui reste le dogme à l'heure actuelle, c'est qu'un frère ou une sœur 100% compatible, donc ce qu'on appelait autrefois les donneurs géno-identiques, ces donneurs-là restent les donneurs privilégiés. Pourquoi? Parce que ils vont donner moins d'agressivité du greffon après la greffe. En gros, il y a moins de complications après. D'accord. Mais les Américains ont quand même montré que si on utilise une stratégie de greffe particulière, c'était la fameuse étude de 2022, on peut utiliser des donneurs familiaux, mais qui cette fois ne sont pas compatibles, qui sont compatibles qu'à 50%. Et c'est qui? C'est les enfants, globalement. Et donc, à l'heure actuelle, et c'est l'étude de Marie qui devrait sortir cet hiver, l'étude de la SFGM. Donc, on ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, s'il y a un frère ou une sœur 100% compatible qui est en bonne santé, ben, allons-y, c'est le donneur qu'on connaît le mieux depuis toujours, et celui qui donne des survies, on l'a vu, hein, plus de 80%. Et puis il y a le donneur 50% compatible, qui est également un excellent donneur à mon avis, on va voir les résultats, mais c'est la façon de greffer qui compte. Un donneur du fichier international qui est 10 sur 10 est également très bon. La question va se poser si on est obligé de descendre dans des donneurs 90% compatible du fichier international, la greffe est un petit peu plus compliquée dans ces cas-là. Donc voilà, plutôt effectivement le familial, et puis ou le fichier, le donneur inconnu 100% compatible. Les donneurs du fichier international moins compatibles,
c'est faisable, on le fait tous les ans, mais la greffe, on le sait, il va y avoir plus d'agressivité du greffon. Donc là encore, c'est des discussions avec le patient. On va le prévenir hein, que le greffon va attaquer un petit peu plus fort. OK. Pour en revenir au score, hein, parce que c'est quelque Oui, chose qui je vois que c'est... qui inquiète beaucoup. Il y a, un internaute qui nous demande si le score n'est pas calculé qu'à partir du stade 3 de la myélofibrose. Non, 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 à partir du moment où on a diagnostiqué une myélofibrose, hein, à partir du moment où on a posé le diagnostic de myélofibrose, on va calculer le score, justement pour savoir est-ce que mon patient... Ben, parce que la question qui obsède hein, le médecin qui a, qui a un patient qui a une myélofibrose, c'est est-ce que j'offre à mon patient la thérapie curative, est-ce que je prends le risque de la thérapie curative de la myélofibrose et donc de guérir mon patient? Ou alors, finalement, mon patient a une maladie qui est tranquille, qui est une maladie de bas risque ou une maladie de très bas risque, hein. Moi, j'ai un jeune homme, il a 40 ans, ça va faire 8 ans que je le suis et la maladie bouge pas, hein. Il a juste de la fibre déposée dans la moelle. Mais à côté de ça, il a un super job dans une compagnie, hein. Il joue au foot plus que moi. Et donc, voilà, il n'a pas de traitement, je le surveille, mais j'ai calculé son score. Je sais qu'il a un score bas, et comme ça, je suis tranquille. Je sais qu'il ne va pas évoluer, et c'est pour ça que je peux me permettre de le voir tous les 6 mois. Il va très bien, et voilà. Mais systématiquement, pour être sûr qu'il n'y a rien qui nous est caché, c'est-à-dire qu'il y a pas une mutation génétique qui est en dessous avec un clone anormal qui ne s'exprime pas au moment où on voit le patient, mais qui dans 3 ou 4 mois va finir par émerger, eh ben, on calcule ses scores. D'accord. Alors, comment peut-on faire si on veut être donneur? Alors évidemment, nous, avec nos NMP, on ne peut pas être donneur, mais pour l'entourage, comment faire? Alors, Et c'est- est-ce qu'il y a des risques? Alors, parce que les gens confondent souvent moelle osseuse et moelle épinière. Alors, c'est assez simple d'arriver, de demander si on peut être donneur. Alors, pour être donneur, il faut avoir moins de 35 ans. Il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, si on veut s'inscrire sur le fichier international pour donner ces cellules mères de moelle osseuse, hein, donc qu'on a dans nos os, il faut avoir moins de 35 ans. Il ne faut pas avoir de problème de santé particulier. Et si une personne est dans ce cas-là, alors elle va sur don de moelle osseuse sur Internet, hein, c'est dondemoelleosseuse.org, et il y a un petit formulaire à remplir. Et une fois que le formulaire est rempli, eh ben, l'agence de biomédecine va envoyer au patient un petit test salivaire, enfin au patient, au donneur potentiel. Et le donneur potentiel doit cracher dans ce petit pot, hein. Pourquoi? Parce que quand on crache, ben, on décolle des cellules de notre bouche et ces cellules, ben, elles permettent aux biologistes après de déterminer la carte d'identité de nos cellules pour savoir si un jour on sera... Enfin, cette carte d'identité, elle servira après. Le jour où un médecin a un patient à greffer, ben, la carte d'identité du donneur est comparée à celle du patient pour savoir s'il y a match ou pas match. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on est donneur, eh ben on peut pas faire de dons ciblés, c'est-à-dire à part aux personnes de sa famille, j'entends. Mais si on est donneur sur le fichier international, ben, on peut être amené à donner notre moelle pour un Américain, pour un Allemand, un Italien, un Espagnol, en fonction de nos origines. C'est ça qui est très intéressant, hein. Il faut savoir qu'on ne peut donner que aux personnes qui sont de la même ethnie que nous. Moi, je peux pas, par exemple, aller donner à mon ami du Bénin parce que ben, il n'a pas du tout la même signature génétique que la mienne. Et donc, du coup, je ne peux donner qu'à des caucasiens, des blancs, quoi, hein. Et donc, moi, probablement que à des Italiens métis avec des Français. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que c'est pour ça qu'on a besoin de donneurs, parce qu'en fait, on ne peut donner que dans son groupe ethnique particulier. D'accord. Alors, on parle de survie post-greffe Oui. et donc quel est le niveau de qualité de vie post-greffe? Alors, c'est très intéressant, hein. C'est vraiment, je remercie la personne qui a posé cette question, parce que c'est une question essentielle. Et il y a encore trop peu, pour répondre à cette personne, il y a encore trop peu d'études qui s'intéressent à la qualité de vie post-allogreffe. Il y a des études de toute l'équipe de Cleveland aux États-Unis, qui est vraiment un centre hospitalier où ils développent des échelles de qualité de vie, où ils s'intéressent justement à la qualité de vie des patients allogreffés en général. On a
dans les études de greffe des patients qui ont une myélofibrose, ben, il y a des fois quelques lignes sur la qualité de vie des patients, mais on manque cruellement de grandes études avec des centaines de patients sur quelle est vraiment la qualité de vie des patients. Alors pour vous dire comment c'est la qualité de vie des patients qui ont une myélofibrose, ben, c'est très variable d'un patient à l'autre et ça va dépendre de quoi? Ça va beaucoup dépendre chez un patient de sa maladie du greffon contre l'autre, c'est-à-dire de l'intensité avec laquelle le greffon va attaquer le patient. Et ça dépend de quoi? Le facteur principal, c'est combien de cellules malades, quelle est la dose de cellules malades dans la moelle avant que je fasse ma greffe. Pourquoi? Parce que le greffon, en gros, si on reste simple, il va réagir en fonction du nombre, en fonction de son adversaire. S'il est face à une myélofibrose où il y a beaucoup de cellules malades, eh ben, il va augmenter ses capacités d'attaque. Et au début, il n'est pas capable de faire la différence entre une cellule de myélofibrose et une cellule de la peau. Il attaque tout le monde. Donc, il bombarde tout le monde. Et son objectif, c'est de se débarrasser des cellules de myélofibrose. Mais le greffon, il ne fait pas de frappe chirurgicale. C'est la bombe atomique pour tout le monde. Et puis après, une fois qu'il a diminué que son adversaire a diminué, alors il va diminuer ses capacités d'attaque. Mais ça peut être très long pour les patients qui ont beaucoup de myélofibrose. Donc c'est pour ça que je vous disais, le délai à la greffe est important. Pourquoi? Parce que ben, plus on greffe tôt les patients qui en ont besoin, et mieux ça se passe après, parce que le greffon n'a pas forcément besoin d'aller attaquer aussi fort. Et c'est aussi pour ça qu'on greffe pas tout le monde. C'est pour pas parce que les patients qui ont une myélofibrose de faible risque, hein, je vous disais, mon patient qui joue au foot, là, j'ai pas envie qu'il soit guéri, mais incapable de jouer au football. Et qu'il puisse plus travailler, et qu'il puisse plus avoir d'enfants. Voilà. Donc c'est pour ça que il faut faire attention et la qualité de vie, pour répondre à la question, c'est principalement lié à la maladie du greffon qui va entraîner de la fatigue, des atteintes d'organes, hein, la peau attaquée, les yeux attaqués, la bouche attaquée, le foie attaqué. Voilà, et tout ça va dépendre de la quantité de cellules anormales, notamment qu'il y a avant de réaliser la greffe. Et alors, est-ce que vous avez une idée du nombre d'allogreffes qui sont faites chaque année en France? Oui. On est sur. Alors, ils nous ont montré les résultats récemment, mais j'ai du mal avec les chiffres, hein. Il y a, un peu. On est aux environs, hein, d'un millier de greffes à peu près réalisées en France par an, hein. Les plus gros centres de greffes, qui sont Marseille et l'hôpital Saint-Louis à Paris, ces deux centres-là réalisent entre 150 et 200 greffes par an. C'est les deux plus gros centres. Et puis après, les autres centres réalisent, il y a des centres qui réalisent 20 allogreffes et d'autres vont réaliser le milieu, c'est entre 50 et 60 allogreffes. D'accord. Donc il y a vraiment des CHU qui sont spécialisés dans l'allogreffe en France? Alors normalement, la plupart des CHU ont un service d'allogreffe qui réalise plus ou moins d'allogreffe, hein. Marseille, Saint-Louis réalisent énormément d'allogreffes puisqu'ils sont sur un bassin de population qui est assez volumineux, hein, l'Institut Paul-Calmette de Marseille, qui va greffer toute la région marseillaise, y compris Toulon. Bon, donc vous imaginez le bassin de population. Et l'hôpital Saint-Louis, qui est, de par son historique, le centre de greffe historique français, et qui a également un bassin de population très important. Et puis, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, maintenant, normalement, dans chaque région, vous avez un centre de greffe avec des médecins allogreffeurs qui ont été formés, hein, nous, les médecins de la Société francophone de greffe de moelle et thérapie cellulaire, la plupart d'entre nous, on a été formés dans les centres de référence qui sont Marseille et l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et donc, en fait, l'idée de tout ça, c'est de faire en sorte que dans chaque région, vous ayez un service de greffe qui soit dirigé par un médecin qui a été formé à Paris ou à Marseille. OK. Alors, moi j'ai une question, là c'est moi qui la pose. Alors en tant que médecin, vous avez diagnostiqué, une greffe pour un patient et celui-là la refuse. Humainement, enfin, moi j'arrive pas à imaginer quoi. Comment vous réagissez? Parce que vous lui donnez une chance et là, il va vous dire: «Bah non». Mais ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé. Alors, ça m'arrive pas souvent.
Ça m'arrive pas souvent, ça c'est la première chose à dire, c'est même très rare. Pour vous dire, depuis que je suis revenu des États-Unis, là, depuis que je suis de retour en France, donc ça va faire 8 ans cette année, j'ai eu une patiente qui a refusé l'allogreffe pour une myélofibrose. C'était une patiente qui avait 70 ans. Alors, comment je l'ai pris? Bah, il y a deux choses. Il y a un, on se dit, bah, j'ai du mal à expliquer. Mais quand vous avez expliqué l'allogreffe déjà à des centaines de patients et qu'ils l'ont tous, vous vous dites, bah, c'est qu'avec cette patiente, j'ai pas réussi à lui faire comprendre l'intérêt de l'allogreffe. Et puis, il y a l'autre chose. Après, il y a aussi le vécu des patients. C'est-à-dire, cette dame-là, par exemple, elle m'a dit, ben moi, j'en veux. Enfin, moi, c'est soit vous me guérissez, il y a zéro risque, et dans ces cas-là, j'ai une vie qui est complètement normale, et dans ce cas-là, j'y vais, soit vous me dites effectivement, j'ai un risque d'atteinte cutanée, et ben, j'ai tel âge, j'ai fait tout ce que je voulais faire, plus ou moins, et dans ces cas-là, bah, au pire, ma myélofibrose, il me reste 2 ans, et ben, il me reste 2 ans, point, voilà. Mais les patients qui refusent, en général, c'est rarement des patients très jeunes. Les patients très jeunes, souvent, ils disent, ben, je prends toutes les chances que vous m'offrez. C'est rare qu'un patient dise non. Et puis après, il y a la personne qui arrive à l'âge limite de la greffe, 70 ans, et qui me dit, ben non, moi, j'ai pas envie de subir ça. Et donc, du coup, mais c'est quelque chose que je peux comprendre, hein. Donc, du coup, voilà, j'insiste pas, je réexplique, je vérifie qu'il n'y ait pas des points qui étaient mal compris. Mais si tout a été bien compris, alors dans ces cas-là, ben, le patient est maître. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein. Le patient est vraiment acteur de la décision, surtout avec des thérapeutiques aussi lourdes. D'accord, waouh! En tous les cas, ça bravo parce que, je trouve que c'était passionnant. Moi qui étais complètement terrorisée par la notion de greffe, vous avez su mettre les choses à plat, relativiser et nous montrer que finalement les stats, ça sert à quelque chose. Voilà, j'ai j'ai fait pas mal d'études de statistiques sans être convaincue de leur utilité, mais là au moins ça sert à quelque chose. Donc, beh, écoutez, merci infiniment. Vraiment, vraiment, je crois que tous les commentaires qu'on reçoit, en ligne sont emballés. Voilà, tout le monde est ravi parce que vous avez dédiabolisé, heu, ce truc qu'on a, cette épée de Damoclès qu'on a peut-être, au-dessus de la tête. Et donc, merci infiniment. Merci aussi à nos soutiens institutionnels, Novartis et BMS. Merci à Nassima qui était aux manettes et qui a tout géré de main de maître. La prochaine webconférence, elle aura lieu en septembre. Eh oui, c'est les vacances hein, après, donc avant plutôt. Et donc le 9 septembre, elle sera dans le cadre de Septembre Rouge. Son sujet, les cancers du sang des ados et des jeunes adultes. Ce sera avec les professeurs Nicolas Boissel et Jean-Jacques Kilatian. À la fermeture de la webconférence, une enquête va s'ouvrir sur vos écrans. Merci de prendre 2 minutes pour y répondre. Tout ça pour nous permettre de nous améliorer. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez soin de vous, passez un très joli été et on se retrouve à la rentrée. À bientôt.